Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler du film Sorcerer, rebaptisé Le Convoi de la Peur en version française. C'est un vrai film hallucinogène qui suinte l'huile et la sueur. Bref, un grand film maudit. Sorcerer, c'est l'histoire d'une poignée de criminels en fuite, réfugiés dans un bidonville d'Amérique du Sud et travaillant comme ouvriers dans une raffinerie de pétrole. Afin d'échapper à cet enfer, ils acceptent de transporter des caisses de nitroglycérine, rien que ça, dans un convoi de camions à travers la jungle. Parlons production. Sorcerer, c'est un film de William Friedkin. C'est un cinéaste à qui l'on doit les deux grands succès critiques et publics que furent French Connection et L'Exorciste. Deux films qui lui apportent une totale liberté à Hollywood et ça n'a pas de prix. Et oui, ces deux films lui permettent de se plonger dans ce projet casse-gueule malheureusement. Le film est l'adaptation du roman de Georges Arnaud. Parlons un peu de Georges Arnaud parce que franchement ça vaut le coup. Souffrant toute sa vie de tuberculose, il perd sa mère de la même maladie et son père est accusé d'un triple homicide des membres de sa famille avant d'être relaxé, mais les dommages étaient faits. Bref, c'est un début de vie comme on les aime. Hein. Après la guerre, où il ne s'illustre pas vraiment en travaillant pour l'administration de Pétain, il cherche à fuir les créanciers et s'embarque pour l'Amérique du Sud. Là, Georges vit une existence de débauche un peu à la dure. Il y rencontre des hommes sans foi ni loi dans un pays rempli d'ex-fascistes européens et de mafieux en fuite. C'est après toutes ces expériences qu'il écrira le roman Le Salaire de la Peur. Le livre avait déjà été porté à l'écran précédemment par Henri-Georges Clouzot. Le film s'appelait Le Salaire de la Peur. C'était en 1953. Alors, une nouvelle adaptation, ça devrait être facile, non ? Eh ben en fait, pas vraiment, à tous les niveaux. Commençons par le côté casting. La plupart des stars engagées, Steve McQueen, Leno Ventura, Marcello Mastroianni, Robert Mitchum, tous quittent le navire et ils seront remplacés par Roy Schneider, Bruno Crémé, Amidou et Francisco Rabal. Bon début de pré-production. Toutefois, c'est pas la faute entièrement du cast. Dans son autobiographie, William Friedkin reviendra sur son comportement. Il aurait pu tourner le film aux États-Unis, près de la frontière mexicaine, afin que Steve McQueen pût incarner le personnage principal. Mais, je cite, c'est son arrogance qui l'en a empêché, et oui, il a préféré suivre son idée créatrice de partir tourner partout autour du monde, ce qui empêchait Steve McQueen de participer au projet. Friedkin lui-même dira alors dans son autobiographie que Sorcerer devait avoir des stars pour marcher. Je ferai une comparaison que vous allez comprendre. Imaginez The Hateful Eight de Tarantino. Imaginez ce film sans un cast XXL. Il faut parfois des gueules que le public a adoubées, même dans un film d'auteur. Alors, est-ce qu'au moins la production, c'est-à-dire le tournage, c'est bien passé? Là encore, pas vraiment. Friedkin débauche son chef-op Dick Bush. Ce dernier était plutôt un directeur de la photographie de ville. Alors il est remplacé pour la partie jungle par George McStevens, qui est un habitué des secondes positions dans l'équipe lumière normalement. On raconte que sur le plateau, le réalisateur est ingérable. Le tournage s'éternise et dépasse largement le budget prévu. La séquence du pont de corde que Friedkin souhaite tourner sous une lumière naturelle s'étire non pas sur 1 mois, non pas sur 2 mois, mais sur 3 mois. Et ce, pour seulement quelques minutes de film. Le budget explose totalement, l'équipe affronte même une épidémie de malaria sur le tournage. Bref, ce tournage, c'est un vrai calvaire. Ouais, moi je me sens comme Rabal là sur ça. D'ailleurs, parlons flouze. Soyons clairs, le film est un violent échec public. Avec moins de 15 millions de dollars de recettes dans le monde, dont seulement 6 millions sur le sol américain, le problème, c'est qu'il y a un budget de 22 millions de dollars. On peut même dire qu'il s'agit d'un gros four. J'aimerais quand même donner une circonstance atténuante. Le film est sorti 1 semaine après Star Wars. Si vous vous rappelez bien, Star Wars est un film pas très connu qui a eu un succès très médiocre. Le spectateur à ce moment, avec Star Wars à l'affiche, veut rêver tout en étant rassuré. Sorcerer est un film beaucoup trop sale, sombre, déstructuré et mal aimable. Le nouvel Hollywood entre dans l'âge du spectacle blockbuster. Bon, qu'est-ce que raconte ce film? En d'autres mots, quels sont ses messages? C'est avant tout le désir d'un projet fou, d'un voyage aux confins de la folie. Et ça se passe par la multiplication des lieux de tournage. Le New Jersey, Jérusalem, Paris et bien entendu la République dominicaine. La séquence d'exposition en 4 mouvements et en plusieurs langues donne un peu le là de ce projet titanesque. On note aussi quelque chose d'étrange. Sorcerer s'affranchit de l'idée du héros. En fait, les 4 personnages au début sont présentés complètement à égalité. On ne sait pas qui va survivre, qui est le héros, et de quel point de vue exactement est racontée l'histoire.
Nous n'avons guère idée de l'identité du dernier survivant, comme c'était le cas par exemple dans le film de Clouseau, qui centrait le récit sur Yves Montand. Cela nous place, nous, spectateurs, dans une curieuse posture, ce qui en soi est plutôt bien pour un film d'auteur, mais pour un film avec des ambitions box-office, c'est carrément touché. Sorcerer démarre en introduisant 4 destins. Celui d'un tueur à gages, dont on ne sait rien du tout, un terroriste palestinien qui échappe de peu à une rafle de Tsahal, un petit truand persécuté par la mafia, et un banquier en pleine faillite frauduleuse. Ce qui est assez intéressant, c'est que tous ces destins font en fait écho à la vie de l'écrivain, pas du scénariste ou pas du réa, bien de l'écrivain. Souvenez-vous, fuir des dettes, un passé douteux, une famille dépréciée par la société, on comprend mieux pourquoi Friedkin a pensé ce temps d'exposition des personnages comme la partie la plus importante presque, tant le roman est imprégné de cette énergie. Mais aussi, quand on parle de nitroglycérine, regardez la façon dont elle est traitée. Dans Le Salaire de la peur, dans le film original, on se rend compte qu'elle était belle et bien disposée. Maintenant, regardez celle de Sorcerer. On se passe de commentaires, hein. On est bien dans un monde qui sent franchement pas bon. Si on considère que tous les personnages ont fui leur vie de danger pour se sauver, et qu'ils se retrouvent à mourir, comme de toute façon, ils seraient morts dans leur vie d'avant. Eh bien en fait, on a juste prolongé leur souffrance, c'est un peu la définition du purgatoire. Le totem à l'ouverture évoque d'emblée une dimension satanique. The Sorcerer, le titre exagère un peu là-dessus, mais c'est vrai, on est dans cette dimension satanique, il ne leur reste que à souffrir lentement vers la mort. Bon, on pourrait croire là que je vais un peu trop loin, mais regardez ce trip psychédélique et dites-moi si c'est pas connecté à la sorcellerie ça. Alors, au niveau mise en scène, Sorcerer est bien moins allaitant en fait que Le Salaire de la peur, hein. Et oui, on connaît déjà tous les rouages du film, donc ça surprend pas vraiment. Mais Friedkin trouve une façon de nous surprendre autrement, notamment dans sa qualité de mise en scène, usant d'un dispositif aussi bien emprunté au cinéma d'espionnage qu'à ceux des films d'aventure ou d'action. Alors pour le côté action, regardons ici les caméras embarquées dans un Paris de la fin des années 60. Ou là, avec le plan des camions. Quand il y a des explosions, on en sent toutes les conséquences, on est bien dans le cinéma d'action. On sent l'aventure avec la tension qui est palpable, comme lorsqu'on veut faire exploser un arbre, ou ici, avec des plans subjectifs en hélicoptère. En ce qui concerne le côté espionnage, les langues originales avec des accents typiques du lieu nous donnent une dimension internationale de gens qui peuvent ne pas se comprendre. Les accents sont marqués. J'ajouterais aussi que le film a une dimension sociale évidente, avec les gueules de gangsters ici, et là une vision de la misère sans concession. Et il est aussi intéressant d'ajouter la corruption de la police à cette vision sociale. Certains agents de police se comportent comme la mafia, d'autres sont les engrenages d'un système dont personne n'est fier, pas même les agents eux-mêmes. C'est une vision bien loin d'être manichéenne, et ça moi, j'aime toujours de la part des réalisateurs. Nous devons maintenant parler des plans typiques de cette décennie des années 1970, avec la multiplication des dézooms. Souvent c'est kitsch les dézooms, n'est-ce pas? Hein, regardez, dans ces films par exemple. Ouais, ça fait un peu daté, on est d'accord. Mais Friedkin les utilise magistralement, comme dans ce plan qui sont faits de façon très intelligente, qui utilise les plans serrés au plan d'ensemble, pour nous donner un impact final à la hauteur de la surprise. Les couleurs aussi sont typiques de l'époque, saturées à gogo, et je donne une mention spéciale pour la profondeur de champ, très bien maîtrisée, même en longue focale, comme dans ce plan dans le restaurant français. Au final, ce qui est assez intéressant, c'est que Friedkin préfère créer une ambiance étrange, à la lisière du fantastique. Pour cela, il varie les angles et la recourt davantage à la musique. Tout cela crée un voyage vers l'enfer dont on ne sait jamais temporellement où nous nous situons. Qui peut me dire combien de temps dure leur voyage? On y transpire, on y dégouline, on y piétine dans la boue, il y a de la flotte partout. Encore une fois, c'est moins un film d'aventure qu'un film mystique. Comment ne pas parler des camions? Ils sont magnifiques. Ce sont des machines diaboliques transportant en elles déjà cette saleté, cette violence. C'est marrant parce que ça me rappelle un autre camion que vous allez sûrement reconnaître. Merci tonton Steven. Une envie de voyage aussi grande de la part du réalisateur nécessitait une musique aux petits oignons. Si vous ne connaissez pas Tangerine Dream, je vous encourage vraiment à aller le découvrir. C'est juste incroyable comment imaginer ce film sans ces magnifiques morceaux. Écoutez ça.
quel est l'héritage de Sorcerer. William Friedkin déclara « J'ai fait une erreur avec Steve McQueen. Je n'avais pas compris que les gros plans à Hollywood étaient plus importants que les plans d'ensemble. Le visage de Steve, sur grand écran, valait mieux que tous les paysages du monde. » Ouais, là, Willy, on peut dire que tu t'es bien planté, hein. Bon, on peut quand même dire que le film a été nominé aux Oscars, en 78, l'Oscar du meilleur son, pour Jean-Louis Ducarme. Pas mal, Jean-Louis, bravo. Sorcerer, c'est un cinéma qu'on ne faisait pas déjà à cette époque, et c'est un cinéma que l'on fera certainement plus. Un cinéma de genre, sans genre, sorti de nulle part. C'est un cinéma trop tard pour son époque, et trop tôt pour une autre. C'est un ovni unique, désabusé, déconstruit, brut, sale, dépourvu de coquetterie, et sans aucun schéma narratif systémique. Bref, un film difficile. Rien ne s'en approche si ce n'est peut-être The Thing de Carpenter, The Thing, Sorcerer, et s'il s'agissait des deux plus beaux films de genre de tous les temps. C'est triste et beau de se dire que ça n'aurait jamais dû exister en fait ce film, mais que c'est là et que ça fait maintenant partie du patrimoine car c'est un film unique en son genre. Et pour ça, j'ai envie de dire, sacré William. Merci à tous pour votre visionnage, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Vous êtes pas bien là? Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? Eh bien, vous pourrez trouver un lien vers notre Tipeee en description pour nous soutenir si cela vous prend comme une envie de pisser. Moi, en attendant, je vais m'ouvrir une bière. Ciao!